Euh, Bienvenue au webinaire de la collaboration entre l'Université de Toronto et d'Addis Ababa. Je suis Monica Ruiz-Cazares, je suis maîtresse de conférences en psychiatrie à l'Université McGill et coordinatrice du séminaire en recherche de la santé mentale mondiale de la Faculté de médecine, et je vais modérer ce webinaire. Avec le soutien du programme pour la santé mondiale de l'Université McGill, le réseau de recherche en santé de la population du Québec et l'Institut universitaire Sherpa, notre série de webinaires prolonge le programme de formation d'été à l'Université McGill en psychiatrie sociale et culturelle, qui fête cette année son 25e anniversaire. À travers ces webinaires, nous espérons contribuer à la prise de conscience des disparités en matière de santé dans le monde, renouveler les recherches sociales, culturelles et cliniques sur la santé mondiale et construire des ponts entre les langues, les lieux géographiques et les secteurs. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous. Alors, avant de présenter notre conférencier, quelques indications techniques sur la plateforme pour faciliter votre participation. Alors, si vous vous connectez à travers votre PC ou à travers l'application mobile VoiceBoxer, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, anglais, français ou arabe, en bas de l'écran. Vos micros sont désactivés, mais vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment dans la langue de votre choix, dans la boîte de dialogue sous mon image. Cependant, vous ne pouvez pas voir l'invité ni le chat si vous vous connectez à travers un téléphone mobile. Alors, pour des problèmes techniques, vous pouvez contacter VoiceBoxer. Vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation en bas de l'écran. Alors, je voudrais présenter nos invités. Donc, nous avons deux invités, Dr Claire Kane et Dr Benyam Workou-Dubal. Alors, Dr Payne est psychiatre, professeure agrégée de psychiatrie à l'Université de Toronto, et elle est directrice du programme de traumatologie psychologique de l'hôpital Mont-Sinaï à Toronto. Elle coordonne avec le Dr Vondi Mangen la collaboration universitaire entre Toronto et Addis Ababa et plusieurs partenariats éducatifs avec l'université d'Addis Abeba. Alors, Dr Workou-Dubal est professeur adjoint en psychiatrie et il est directeur du département de psychiatrie de l'université d'Addis Abeba. Nous sommes très heureux de les avoir aujourd'hui. Je vais donner la parole à Madame Payne. Merci. Bonjour à tous et merci Monica, et merci à tous ceux qui nous ont invités. Nous sommes très heureux d'être là et un peu stressés. Je vais commencer. Voilà, est-ce qu'on peut voir les diapositives ? Ah, elles sont un peu différentes, mais voilà, je voudrais peut-être donner quelques éléments de contexte en disant que nous avons commencé en 2003 avec un partenariat entre l'Université de Toronto et d'Addis Abeba. Et à cette époque, le partenariat était uniquement entre les départements de psychiatrie. Il y avait à Addis Abeba 2,5 psychiatres à plein temps. Actuellement, je crois que nous avons 900 universitaires dans le département de psychiatrie à Toronto. Ils étaient 700 à l'époque, en 2003. Et nous avons été honorés d'être invités à aider l'université Addis Ababa à faire ces séjours de formation. Alors pourquoi nous avons dire vers un partenariat réussi? Parce que c'est vraiment ce que nous cherchons à faire. C'est un modèle, un peu comme un mariage, c'est-à-dire nous avions beaucoup d'espoir et beaucoup de promesses et plusieurs objectifs de cette collaboration dans le cadre de la formation médicale.
C'était, oulala, il y a 16 ou 17 ans. Le modèle était suffisamment réussi de sorte que nous avons été invités à apporter notre aide ou à collaborer avec des collègues de Addis Abeba dans 24 programmes. Aujourd'hui, nous soutenons ensemble 24 programmes éducatifs, 22 programmes de second et de troisième cycle et deux programmes de premier cycle. Alors, la qualité et l'efficacité dans le cadre d'un partenariat sur la formation de soins à la santé avec un pays à bas revenus, avec les risques coloniaux, c'est quelque chose dont j'aimerais un peu parler avant de rentrer dans le détail du programme. Alors, ça c'est je vais parler du dernier chapitre d'un partenariat qui est assez vieux. Donc, Dans les années 50, le père Lucien Maté, qui était canadien, était invité par Haïlé Sélassié pour aider au développement du système éducatif en Éthiopie. En 1954, Sélassié a créé la faculté d'Addis Abeba. En 61, le père Lucien est devenu le président de cette faculté, connue aujourd'hui sous le nom de l'université de Addis Abeba. En reconnaissance de la contribution du père Maté, Haïlé Sélassié a donné 10 000 dollars au fonds Burlin pour l'université de Sudbury. Bien sûr, nous voulons faire un discours progressiste et humaniste dans le cadre médical afin de permettre de développer des spécificités, des compétences propres pour permettre aux gens de réaliser leur potentiel. Ce qui compte le plus, finalement, quand on analyse les divers aspects de l'éducation, les enseignants, les infrastructures, tous ces critères, tous ces paramètres sont importants. Mais disons que le paramètre le plus important, c'est l'enseignement efficace. C'est ce qui fait vraiment la différence et c'est ce qui détermine la réussite des apprenants. Donc, l'enseignant est capable de guider l'apprenant afin qu'il soit actif et les enseignants veulent développer l'esprit critique chez l'élève en utilisant diverses techniques d'enseignement. Et il y a bien sûr une relation entre le niveau économique et l'éducation. Et donc, à chaque fois qu'on a une année d'études supplémentaires, le niveau augmente. Et ce qui est particulièrement vrai pour l'Afrique subsaharienne. Nous avons 99% de taux de rétention en Éthiopie dans le cadre de nos programmes. Et donc, quelque part, pour la première fois en Éthiopie, nous avons la classe moyenne qui augmente et l'extension de cette classe moyenne permet des investissements locaux dans les écoles, dans les entreprises, et puis un secteur privé qui croît, et puis ça stabilise quelque part l'économie, mais aussi la situation politique. Cependant, comme nous savons, les partenariats présentent des risques, toutes sortes de risques, et l'un de ces risques, c'est le colonialisme ou le néocolonialisme. Alors, il y a beaucoup de symboles du colonialisme britannique, mais l'Éthiopie n'a pas été colonisée par les Britanniques. En fait, l'Éthiopie n'a pas été colonisée, tout simplement. Au début de la guerre, un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, entre 1936 et 1941, l'Éthiopie était occupée par les Italiens. Mais
je pense que nous avons malgré tout des risques de néocolonialisme qui utilisent le capitalisme et la mondialisation pour influencer ces pays qui sont en stade de développement à la place des vieilles méthodes coloniales qui étaient l'intervention militaire directe. Mais ces interventions demeurent vraies. Le président de Ghana, à l'époque de son indépendance de la Grande-Bretagne, disait que le résultat du colonialisme, c'était finalement l'exploitation de ces pays davantage que leur développement. Et plutôt que de réduire le gap entre les pays riches et les pays pauvres, au contraire, le colonialisme a augmenté cette disparité et n'a pas aidé les pays pauvres ou colonialisés à développer leurs propres moyens de développement. Ça a contribué à appauvrir ces pays. Donc il y a énormément de risques et nous essayons de les éviter. Nous tombons dans certains écueils, mais nous essayons malgré tout de les dépasser. L'occidentalisation, de nouveau, c'est un danger qui peut être déguisé sous la forme d'un meilleur enseignement. Donc, il faut éviter de tomber dans cet écueil. Notre idée n'est pas d'occidentaliser les façons d'enseigner ou le programme d'enseignement en Éthiopie, mais les aider à développer leurs propres compétences, leur esprit critique. House et Stephens décrivent 3 principes d'une éducation de qualité: l'efficacité pour atteindre les objectifs fixés. Elle est guidée par les besoins sociaux, elle cherche à former des personnels capables, mais aussi c'est quelque chose de plus. Donc, ce quelque chose de plus, c'est la stimulation, c'est le respect des autres, mais aussi le bonheur qu'on peut trouver dans les écoles et chez les enseignants. Donc nous essayons que ceci fasse partie de notre collaboration pour le bien de tous. Et la qualité doit aussi inclure des théories et des pratiques fondées sur la culture et l'histoire des pays avec lesquels on collabore. Il y a 54 pays pauvres en Afrique, mais ils sont tous différents, avec des cultures et des histoires différentes. J'aimerais citer le Lancet en disant que la qualité est fondée sur des besoins sociaux. Il s'agit de changer le modèle traditionnel vers un modèle basé sur les compétences, c'est-à-dire une façon de répondre aux besoins de santé et du système de santé dans un environnement donné. Donc, pour résumer, une éducation de qualité en matière de santé est guidée par les besoins de la société. Elle pousse elle tient compte de l'histoire et de la culture, elle soutient le développement individuel et collectif, elle cherche à former des personnes capables de guider et d'impulser des changements, et met l'accent sur la formation et l'amélioration des enseignements, et elle est durable. Alors, nous prenons 3 risques dans ce partenariat, il y en a beaucoup, mais disons qu'il y en a 3
qui nous ont menés à situer le programme en Éthiopie. Donc ces risques sont d'importer des étudiants pour les former, ce qui peut conduire à la fuite des cerveaux. Effectivement, les gens sont jeunes, ils veulent établir des familles, et puis les programmes d'enseignement que nous leur offrons à Toronto sont longs, donc ils viennent, ils rencontrent quelqu'un et ils restent. Le deuxième risque, c'est le fait d'exporter des curriculums. Et c'est ce qui est fait par beaucoup d'universités, parce qu'effectivement, ça apporte beaucoup d'argent de vendre ces curriculums, mais c'est quelque chose qui ne tient pas compte du contexte spécifique dans lequel ces programmes doivent être mis en place, où il y a donc des règles et des normes différentes. Donc exporter des enseignants, effectivement c'est ce qu'on fait, puisqu'il y a des enseignants de l'Université de Toronto qui vont à Addis Ababa, et ça représente le risque d'un manque de compréhension possible et du respect de la culture traditionnelle, mais on essaye le plus possible d'éviter ce risque en étant alerté sur ces risques et en ayant des discussions avec les personnes avec lesquelles nous travaillons, afin que les personnes qui vont à Addis Abeba sachent dans quel pays ils vont, quels sont ses besoins et quel est le contexte culturel. Donc, malgré tous ces problème, notre défi, c'est d'essayer de construire un partenariat international en matière de santé qui améliore la qualité sans augmenter les risques dont je viens de parler. Il s'agit donc de se concentrer à éviter ces risques. Je donne la parole maintenant à Binyam. La collaboration académique Addis Ababa-Toronto a été conçue afin de mettre en place un programme universitaire en psychiatrie. Aujourd'hui, on a 24 programmes de collaboration. Et dans chacun, il y a 80 à 90 volontaires qui viennent de l'Université de Toronto à Addis Ababa pour enseigner dans le cadre de ces différents programmes. Et ça consiste en un séjour d'1 mois sur place afin d'améliorer le développement des compétences et le renforcement des capacités. Alors, je parlais des différents principes de la collaboration. Le premier principe est donc le fait que le curriculum appartienne aux Éthiopiens. On n'impose pas le curriculum à l'université d'Addis Ababa. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de collaboration. On collabore bien évidemment avec les collègues et les partenaires de l'Université de Toronto. Le deuxième principe est le fait que la filiation académique et la supervision des travaux soient communes. Ça veut dire que les collègues de l'Université de Toronto sont invités et sont accueillis par l'Université d'Addis Ababa. Le principe de la réflexivité est très important en ce qui concerne les objectifs et les effets, qu'ils soient positifs ou non intentionnels. Une précision, j'aime bien attirer l'attention sur l'importance d'engager des gens qui sont bien informés et qui comprennent bien le contexte, la culture du pays. Comme vous pouvez voir, des photos qui ont été prises bien avant ma naissance, vous pouvez bien voir des personnes qui travaillent, de jeunes physiothérapeutes qui travaillent en Éthiopie. Je ne dis pas que les personnes qui n'ont pas ce profil-là
ne peuvent pas réussir dans le cadre de la collaboration. Au début de la collaboration, en Éthiopie, il y avait des chiffres parmi les plus mauvais de l'Afrique subsaharienne en matière de santé et pour tout ce qui concerne la santé mentale. 80% de la population comptait sur l'agriculture. 30% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. Et le problème de la fuite des cerveaux était assez grave. Parce que ceux qui quittaient l'Éthiopie ne revenaient pas le plus souvent et préféraient rester à l'étranger. C'était un vrai défi dans le cadre de la collaboration entre les institutions africaines et les institutions des pays à revenus élevés. Et on s'est mis d'accord dans le cadre de la collaboration que la santé est un prérequis au développement et non pas un effet du développement. En ce qui concerne les objectifs du partenariat, on a donc comme objectif de contribuer au renforcement des capacités et à la durabilité dans le cadre du premier programme de résidence et de formation en psychiatrie en Éthiopie. Et d'ouvrir l'opportunité, donner une occasion pour le département de psychiatrie de l'Université de Toronto de développer un partenariat éducatif dans un pays à faible revenu. Quand le partenariat a commencé, c'était dans un contexte assez particulier. L'Éthiopie est un ancien pays riche en culture et en tradition et en croyances. La vie sociétale en Éthiopie se concentre sur la famille, les églises, les mosquées. Et jusqu'à ce jour, les gens fréquentent les églises et vivent ont le même mode de vie comme vous pouvez le voir ici. La population souffre de plusieurs problèmes, que ce soit au niveau émotionnel ou de santé mentale. C'était un défi donc d'introduire ce programme de psychiatrie et de santé mentale au sein de la société. Et ici, vous pouvez voir le professeur Brian Hodges. De nouvelles méthodes d'enseignement ont été introduites. Ici, on voit le professeur Brian Hodges qui simule le patient dans le cadre du tout premier programme de résidence psychiatrique en Éthiopie. D'habitude, dans un cours ordinaire à l'université, on voit des gens assis sur des tables en rang, dans des rangées. Mais comme vous pouvez voir ici, le contexte et le format particulier des séances. Un des éléments à prendre en considération était le problème des droits humains, de la stigmatisation, comment aborder ce sujet, comment l'introduire au sein de la société et des familles. Ici, on peut voir les premiers qui ont effectué des séjours d'études en psychiatrie qui sont éthiopiens. Jusqu'à ce jour, nous avons effectué 40 mois de formation, un grand nombre beaucoup de supervision, beaucoup d'évaluations cliniques.
par les collègues de l'Université de Toronto. Et actuellement, c'est notre propre personnel qui a pris la relève vu l'augmentation d'effectifs au sein de notre faculté. Et Etiomed, qui s'est basé sur CanMed, a été mis en place afin de permettre l'intervention d'experts, de dirigeants, d'éducateurs, de promoteurs de la santé. Nous avons également formé plus de 80 psychiatres éthiopiens depuis le début du partenariat. Quand le programme a démarré en 2003, nous avions seulement 11 psychiatres. Aujourd'hui, nous en avons plus de 85. Au niveau du personnel universitaire, l'université d'Addis-Abeba avait seulement 5 professeurs psychiatres, dont les 3 qui étaient à l'origine du programme. Et 25 facultés. Nous avons 8 hôpitaux dans la capitale, Addis Ababa. Nous avons élaboré un programme de master en psychologie clinique dans le cadre d'un nouveau partenariat avec l'Université de Toronto. Et comme vous pouvez voir sur le diapositive suivant, il y a de plus en plus de départements de psychiatrie mis en place dans le pays. Nous avons 8 centres, 8 départements de psychiatrie en dehors de la capitale, ce qui est très bien. Les gens ne sont plus obligés de venir jusqu'à la capitale pour les soins psychiatriques. En ce qui concerne le département de psychiatrie de l'Université de Toronto, il y a près de 65 psychiatres qui sont impliqués et 40 résidents qui ont séjourné en Éthiopie afin d'enseigner et de superviser les interventions cliniques. La collaboration s'est donc élargie et on a mis en place 10 prix pour la collaboration en créativité, en éducation psychiatrique. Merci, Benyamin. J'ai remarqué que tu avais un problème dans les diapositives. Je voulais seulement revenir à une diapo. Et ce qui est surprenant par rapport à nous, c'est que le taux de rétention est assez élevé, 90%. Atalay Alam, qui est un des grands dans la psychiatrie dès le début du programme, il considère que le programme a permis au département de psychiatrie d'Addis Ababa d'être le département le plus rapide en termes de croissance au niveau du continent. Et le partenariat a mis en place un modèle pratique et efficace permettant d'accélérer la formation du personnel en Éthiopie afin de répondre aux besoins. Je vais ajouter, il nous reste 2 diapositives, il ne reste pas beaucoup de temps. Par rapport à nous cliniciens, le plus important est le suivant.
Quand nous avons commencé, nous avons trouvé beaucoup de patients qui ont des problèmes d'ordre somatique plutôt qu'émotionnel. Et ce sont les résidents qui prennent cela en charge. Nous ne parlons pas la langue locale, ce sont donc les résidents qui font le travail car ils sont bilingues. Et grâce au travail du docteur Karma, nous savons bien que les problèmes sont souvent d'ordre somatique plutôt qu'émotionnel. Un patient peut arriver avec un mal de tête, mais la nature peut être assez particulière, la nature de ce mal de tête. Et il y a quelques éléments qui permettent aux thérapeutes de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un problème à proprement dire d'ordre physique ou médical, mais plutôt d'ordre somatique. Si on remet cela dans son contexte, on sait bien que c'est difficile. En Occident, nous continuons à encourager la catharsis, le fait de vider son sac en quelque sorte. Moins maintenant, nous avons de meilleurs modèles. Mais une des raisons pour laquelle la description des patients était assez brève, c'est le refus de rentrer dans les détails tant qu'ils ne sachent pas que c'est confidentiel. Je m'excuse auprès de tous les Éthiopiens qui nous écoutent aujourd'hui. Ce sont des remarques ponctuelles. En ce qui concerne le manuel diagnostique DSM-5, on sait que les termes locaux ne correspondent pas toujours aux principes élucidés dans ce modèle. On a souvent des descriptions assez propres, assez claires, qui ne rentrent pas dans les détails, qui ne creusent pas dans le problème. À premier abord, on peut voir un patient d'un côté du bureau, le médecin de l'autre côté du bureau. Comme si c'est le médecin qui a plus de pouvoir, c'est lui l'expert. Et à la fin de la conversation, les patients s'attendent souvent à un médicament ou peut-être à des conseils, mais des fois, les patients qui décrivent leurs problèmes donnent certains éléments indicateurs du problème. Et la raison qui permet aux médecins de bien contextualiser et bien comprendre le problème. Les patients demandent souvent des médicaments que les soignants ne prescrivent pas toujours, parce que les médicaments étaient le seul traitement disponible. Il est moins important d'être diagnostiqué, mais plutôt les conseils sont le plus important. Le client doit partir avec une certaine valeur ajoutée. Nous étions extrêmement surpris de voir qu'on n'avait pas besoin de moyens de contention dans le service d'hospitalisation psychiatrique. Il n'y a pas beaucoup de lits en Éthiopie. Il y en a 350 à Addis Abeba pour les patients psychotiques en psychiatrie médico-légale. Malgré tout, les moyens de contention n'étaient pas nécessaires. Il y a certains sujets qui sont difficiles à aborder en psychiatrie, comme la sexualité, l'homosexualité, mais
les gens qui enseignent tâchent d'inclure ces sujets-là. Les leçons tirées sont bien nombreuses, mais je vais en citer quelques-unes. Nous croyons que l'élément principal à l'Université de Toronto est employé par les résidents à Addis Ababa qui veulent avoir la meilleure performance, bien sûr. On a tendance à insister sur ce qu'on appelait l'axe diagnostic 1. Nous pensons donc que la formulation de l'historique et du vécu ne rentre pas seulement dans le cadre du diagnostic, mais aussi dans le programme de suivi. Et c'est un des défis les plus importants. Les résidents sont bien informés, mais comme l'a dit le docteur Benyam, ils privilégient bien ce qu'on appelle le traitement. Au Canada, par exemple, on dit souvent, on informe le patient des effets non désirables d'un médicament. On les informe très bien et c'est la meilleure façon de présenter un traitement. Mais cela ne signifie pas que cette méthode est plus efficace ou moins nuisible. Nous ne voulons pas dire que notre méthode doit être suivie à la lettre en Éthiopie. Nous avons compris qu'en comprenant la logique derrière une pratique donnée, c'est la meilleure façon de mettre en place la solution. Il faut comprendre la logique derrière les choses. C'est la méthode la plus pratique et la plus efficace. Comme l'a dit Benyam, les relations entre les résidents, les membres de la faculté va dans les deux sens. Entre ceux qui se trouvent ici et qui se trouvent là-bas. Il est inévitable de se sentir mal face aux tragédies quand il n'y a pas vraiment un système de support à part la famille. Au lieu de donner des chewing-gums, par exemple, aux enfants dans la rue, on a un désir de faire quelque chose pour apaiser la souffrance. Nous croyons que ce que nous faisons actuellement et ce qui est dirigé et cadré par nos collègues à Addis Ababa répond à leurs besoins. Nous avons une stratégie à long terme pour remédier à toutes ces différences et ces divergences. Et comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Merci beaucoup, merci à Addis Ababa, merci à l'Éthiopie de nous avoir permis de faire partie de votre programme. Merci Claire, merci Benyam. Pendant le temps qu'il nous reste, on répondra aux questions. Pour tous les participants, vous pourrez adresser vos questions à travers la fenêtre de dialogue.
vous avez mis en évidence l'importance des relations personnelles et systémiques. Dans beaucoup de cas, la durabilité des partenariats institutionnels peut être largement dépendante des relations personnelles des acteurs clés. Comment, selon vous, étendre ces relations personnelles au niveau institutionnel ou systémique pour garantir des collaborations durables? Donc voilà, d'abord Claire, si vous voulez répondre. Merci. Merci pour cette bonne question. Je pense... bon, je ne peux pas répondre à cette question, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais les relations transversales poussent les gens à s'engager, à faire partie des attentes et des objectifs, et ça devient quelque chose qui fait partie du système. Donc l'idée est de montrer aux gens qu'on est heureux de travailler avec eux. Je pense, enfin, ce que j'ai appris à travers ce partenariat, c'est que d'une certaine façon, la façon que j'ai de travailler avec mes collègues, bien sûr, ce sont des relations professionnelles. Certains peuvent devenir des amis, mais d'abord, ce sont des relations professionnelles. Donc, on parle de travail, mais on entend aussi parler d'enterrement, on peut participer à des enterrements, des problèmes de santé. Donc, voilà, il y a une collaboration, une compréhension, intercompréhension large de ces relations. Voilà, je vais laisser Benyam peut-être apporter des précisions. Merci Claire. Je pense que vous avez vous avez abordé les points les plus importants. Peut-être que j'aimerais aussi parler de l'importance de la relation institutionnelle. Parce que ces relations sont d'abord personnelles, mais la durabilité est un problème. Donc il faut arriver à ce que cette durabilité justement s'installe dans les relations. La durabilité institutionnelle s'installe également dans les relations entre les départements, les collègues de Toronto et d'Addis Abeba pour partager ces relations au niveau de nos institutions. Merci. Alors, j'ai une nouvelle question. Répondre aux besoins de la société, c'est bien sûr quelque chose de très important en matière de santé. Alors, comment les besoins sociaux et politiques ont changé et comment le TAC a répondu à ces changements à travers la formation donc des professionnels, mais aussi à travers le développement des systèmes dans ces sociétés. Je passe la parole aux invités. Merci. Il y a eu des changements, effectivement. La société s'est améliorée au niveau de la mortalité, et puis beaucoup de risques et de dangers ont changé. La situation économique s'est améliorée. Elle est différente aujourd'hui de ce qu'elle était avant. Je dirais que le TAC a répondu très bien aux besoins de l'Éthiopie, de ses défis, de ses problèmes, à cause justement de la nature réflexive du TAC. Nous sommes toujours en train de dialoguer, d'échanger avec nos collègues et entre nous-mêmes. Et nous avons aussi augmenté notre capacité de renforcement des capacités. Donc, l'université s'est développée.
et le fait aussi que des collègues, on fait venir des collègues de Toronto pour répondre aux besoins qui sont les plus urgents. Par exemple, là où on a un manque d'expertise ou de spécialité. Donc nous avons très bien répondu, je dirais, aux problèmes et aux défis qui se posaient. Merci. Claire? Merci Benyam. Je veux peut-être juste ajouter que quand nous avons commencé, disons 1 an avant que nous commencions, en 2002, il y avait une EKG machine en Éthiopie. Il y avait un thermomètre qui était pour l'ensemble des étudiants. Donc il y a eu une augmentation, effectivement, un développement énorme dans la formation médicale. Et donc il y a aujourd'hui des dispositifs et des équipements médicaux qui sont présents, qui manquaient. Mais malgré tout, l'Éthiopie reste un pays très pauvre et ne peut pas encore se permettre l'infrastructure qui pour nous est évidente. Et donc, par exemple, dans un programme chirurgical où on a besoin de valves, eh bien, il faut 4000 $ pour le patient, pour chaque valve. Donc, ce n'est pas possible. Il faut développer davantage de partenariats. Bon, en psychiatrie, c'est génial parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'équipements, à part des Kleenex et quelques médicaments. Alors que dans d'autres programmes, il y a énormément de besoins en équipement. Et donc, ces besoins-là, ces besoins de financement de ces infrastructures, nous devons un peu les injecter dans les programmes de partenariat, notamment pour améliorer l'infrastructure. Merci à vous deux. Donc, dans ce genre de partenariat, malgré la symétrie, qu'est-ce que vous, en tant que psychiatre de Toronto, pouvez gagner à travers ce type de partenariat entre pays pauvres et pays riches? Merci pour cette question, c'est une question excellente. Nous, justement, nous sommes en train d'écrire un article pour essayer de comprendre un peu mieux ce problème. Les gens adorent. En fait, la clé de la réussite, c'est parce que les universitaires aiment beaucoup cette expérience. C'est comme un tonifiant. C'est une expérience très stimulante, le fait d'aller enseigner, de se confronter à des questions. Je pense que nos enseignants, au-delà du fait qu'on se sent utile, donc on est heureux, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que nous regardons. Par exemple, comment les personnes continuent à renforcer leurs capacités. Parce que cet enseignement transculturel, ça veut dire qu'il faut s'adapter au contexte. Et donc cette capacité à être flexible, à s'adapter aux demandes des autres, cette flexibilité, donc cette possibilité d'adaptation, c'est quelque chose qui permet à la relation de se développer. Merci Claire. Je ne pense pas que j'ai grand-chose à ajouter. Quand j'irai à Toronto, on va discuter justement autour de cette recherche, de cet article que nous sommes en train d'écrire pour mettre en clair qu'est-ce que ce partenariat nous apporte des deux côtés.
merci à vous deux. Alors, une dernière question. Nous parlons de la durabilité de ce partenariat, avec donc ces 16 années de partenariat et puis des années encore en avant pour renforcer les capacités. Est-ce que le financement va continuer? Qu'en est-il de sa durabilité? Et pourquoi pas essayer de construire des problèmes de formation locaux qui permet par exemple à l'UEFT de sortir de ce partenariat. Justement, c'est ce que j'essayais de dire plus tôt, c'est que nous essayons justement de nous reposer sur nos propres psychiatres locaux. C'est vrai que nous reposons beaucoup sur nos collègues de l'UEFT, mais aujourd'hui nous avons en Éthiopie des spécialistes, un développement donc du personnel médical, et nous essayons de répondre à nos besoins de façon locale en faisant appel justement à un personnel éthiopien. Mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, aujourd'hui, nous demandons, ce que nous demandons, c'est de la formation, de l'encadrement. Et à long terme, notre objectif de long terme, c'est justement changer un peu de programmes de résidence vers des programmes d'accompagnement. Et donc, notre idée, c'est arriver à l'autosuffisance. Mais je ne pense pas que le partenariat se terminera. Mais il prendra peut-être d'autres formes dans d'autres domaines. À vous, Claire? Oui, je suis d'accord. Le problème des mariages, c'est quand ça marche, on ne veut pas se quitter. Mais voilà, je pense que notre partenariat a mûri et il est en train de prendre des formes différentes. Et je pense que bientôt, on n'aura peut-être plus besoin d'aller nous-mêmes sur place. Mais on voudra quand même malgré tout collaborer avec nos collègues psychologues. Ça nous donnera un prétexte pour y aller. Mais effectivement, le but, c'est de petit à petit permettre aux collègues éthiopiens de gérer tout seuls leur propre programme. Je voulais juste remercier Dr Dowet Mandagan et Dr Benjamin David Hodges et tous mes collègues à Toronto et des centaines de personnes qui ont rendu ce partenariat possible en Éthiopie et à Toronto. Donc à tous les enseignants, à leurs familles, à leurs collègues, à leurs patients, à leurs assistants. Et tous ont contribué d'une façon ou d'une autre. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci Claire et Benyam. Donc voilà, c'est la fin de notre webinaire. Nous allons vous envoyer un lien pour évaluer ce séminaire. Voilà, vous pouvez voir ici l'adresse sur la diapositive. Vous pouvez copier-coller le lien qui apparaît là sur le côté et ça vous prendra 5 minutes pour remplir le questionnaire d'évaluation. L'enregistrement de ce webinaire sera aussi disponible sur le site de l'université McGill, programme de santé mentale. Et nous remercions aussi nos partenaires dont les logos apparaissent en bas de l'écran. Je remercie de nouveau nos invités et merci à votre participation. Je vous souhaite une belle fin de journée et j'ai hâte de vous rencontrer lors de notre prochain webinaire en décembre